Cette année, nous étudierons particulièrement le cas un petit peu plus simple des travaux des forces conservatives. Par définition, une force est dite conservative lorsque son travail est indépendant du chemin suivi. C'est le cas du poids, lorsque le système est dans un champ de pesanteur uniforme. C'est également le cas de la force électrique lorsque la particule est dans un champ électrique uniforme. En revanche, attention, ça n'est pas le cas des forces de frottement. Regardons alors ce que devient l'expression du travail d'une force si cette force est le poids. Sur ce schéma, le vecteur poids est représenté vertical vers le bas. Le vecteur déplacement entre A et B forme un angle alpha avec ce vecteur poids. Peu importe le chemin suivi entre A et B, seuls les points de départ A et B nous intéressent puisque le poids est une force conservative. Par définition, le travail du poids entre A et B est égal à vecteur P scalaire vecteur AB, ce qui est égal à P fois AB fois cos alpha. Le poids étant égal à m fois g, on le remplace. Et puis d'autre part, regardez sur le schéma, le cosinus de alpha dans le triangle rectangle va être égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, ce qui va nous donner ZA moins ZB sur AB. En remplaçant cos alpha, il y a une simplification par la longueur AB qui se fait. Et alors le travail du poids va être égal à mg fois ZA moins ZB. Vous remarquerez qu'alors le travail du poids est moteur lorsque ZA est supérieur à ZB, c'est-à-dire lorsque l'objet descend entre A et B, et le travail du poids est résistant lorsque ZA est inférieur à ZB, c'est-à-dire lorsque l'objet monte entre A et B. Dernier paragraphe de cette première partie, le travail de la force électrostatique. Pour avoir un champ électrique uniforme, plaçons-nous entre les deux plaques d'un condensateur plan. À gauche, une plaque positive, à droite, une charge négative. Le vecteur champ électrique est donc dirigé de la gauche vers la droite, dans le sens des potentiels décroissants. Et puis, par simplification, nous allons prendre aujourd'hui une charge positive, ce qui fait qu'elle sera soumise à une force électrique Fe, également dirigée de la gauche vers la droite. Cette charge va se déplacer d'un point A à un point B, quel que soit le chemin suivi. Nous nous intéresserons uniquement au vecteur AB, entre le point de départ et le point d'arrivée, puisque la force électrique, dans ce cas-là, est une force conservative. Par définition, le travail de la force électrostatique sur ce trajet AB va être égal au produit scalaire entre la force électrique par le vecteur déplacement AB, ce qui est égal à Fe fois AB fois cos alpha. La force électrique étant égale à Q fois E, on la remplace, et puis d'autre part, on se souvient que la valeur du champ électrique est égale à la valeur de la tension entre les lignes équipotentielles existantes en A et en B, divisée par la distance qui sépare ces deux lignes équipotentielles que l'on note ici petit d. On trouve également dans le triangle rectangle adapté que le cosinus de alpha va être égal au rapport de cette distance petit d par la distance AB, qui est la longueur du vecteur AB. On remplace dans l'égalité, on simplifie, et alors on trouve que la valeur du travail de la force électrostatique entre A et B n'est rien d'autre que le produit de la charge Q par la tension qui existe entre les points A et B. Le travail de la force électrique s'exprime comme toujours en joules, la charge en coulombs et la tension en volts. Deuxième partie de ce chapitre sur le travail et l'énergie, parlons maintenant de l'énergie mécanique. D'une façon générale, l'énergie potentielle d'un solide sera liée à toute force conservative à laquelle le solide est soumis. En terminale, nous nous limiterons à l'énergie potentielle de pesanteur qui est liée au poids. D'une façon générale, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du solide. Ce qui veut dire qu'en terminale, vous ferez la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. En application, nous pouvons faire l'étude énergétique d'un pendule simple, ce que vous avez fait en TP, ce qui vous a permis de montrer d'ailleurs que le carré de la période du pendule était proportionnel à la longueur du pendule et ne dépendait pas de sa masse pour de petites amplitudes. L'expression de cette période est égale à 2π racine de L sur G. Cette expression vous sera sans doute redonnée. Lorsque l'on fait l'étude énergétique de ce pendule, on détermine son énergie cinétique et son énergie potentielle de pesanteur en différents instants. On voit alors que son énergie mécanique, qui est la somme de ces deux énergies cinétiques et potentielles de pesanteur, se conserve dans le cas où le pendule n'est pas amorti. En revanche, dans le cas où les forces de frottement ne sont pas négligeables, le pendule sera dit amorti et alors son énergie mécanique ne se conserve pas. Nous pouvons expliquer cela en disant que le travail des forces de frottement est résistant et permet au pendule de céder de l'énergie à son environnement. Au revoir.